Bonsoir à tous. Merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette journée à Malf. Nous avons voulu avec vous cheminer et vous faire partager un petit peu de notre année à Malf. Si vous êtes professionnel de santé, si vous êtes médecin, si vous êtes psychologue, infirmière, sage-femme, n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir visiter notre site www.amalf.org. Ce soir, nous vous proposons une conférence interactive. Nous avons un invité qui nous a fait l'amitié de venir nous rejoindre. Le thème de la conférence de ce soir, espérer malgré la pandémie. Si vous voulez bien participer à cette conférence, vous pourrez noter vos questions en direct durant la rediffusion sur YouTube et vous verrez 5 minutes avant la fin de la conférence un bandeau s'afficher avec l'adresse Zoom à laquelle vous pourrez vous connecter dès la fin de la conférence pour dialoguer en direct avec notre invité. Notre invité est le pionnier de la psychologie positive en France, docteur en psychologie, président d'honneur de l'Association française de psychologie positive. Il a enseigné les sciences de l'éducation à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, ainsi qu'à la Faculté des sciences sociales catholiques de Paris. Il est auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont le prochain est programmé pour 2021 sur le thème de la politique de fraternité. Après avoir été responsable pendant 6 ans de la revue Psychologie au sein du magazine Sciences humaines, il a soutenu une thèse de psychologie sur la résilience après maltraitance, intitulée « Briser le cycle de la violence quand d'anciens enfants maltraités deviennent des parents maltraitants ». Voilà, nous vous invitons donc avec notre invité de ce soir. Vous l'avez reconnu, il s'agit bien de Jacques Lecomte. Son dernier livre, Le monde va beaucoup mieux que vous ne le pensez, a quelque chose de surprenant et je pense qu'il a encore beaucoup de choses surprenantes à nous dire ce soir. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous invite à poser vos questions pour que nous puissions en direct, à l'issue de la conférence et sur l'adresse Zoom qui s'affichera, entendre les réponses qu'il nous donnera. Merci et bonne soirée à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très content d'être avec vous en ce moment, malgré le fait que ça ne soit pas en direct et devant vous, voilà, par visio. Et je voulais remercier en particulier Geneviève Rouze, Elisabeth Noël et Marc Canor de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Alors, sur le thème « Espérer malgré les défis sanitaires actuels ». Ah oui, parce que actuellement, bien, il y a une sorte de morosité qui nous atteint tous, évidemment, et c'est très compréhensible, mais est-ce qu'au-delà de ça, on peut voir aussi du positif, même dans la situation actuelle? Alors, tout d'abord, je vous présente un petit peu le déroulé de mon intervention. Tout d'abord, vous parlez de quelques fondements. D'une part, moi, j'ai une orientation générale que j'appelle l'optiréalisme. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un mot que j'ai inventé il y a quelques années. Et puis, je m'appuie aussi sur deux approches théoriques qui sont la psychologie positive et le convivialisme. Et puis ensuite, je vais aborder ça, comment tout ça peut se mettre en quelque sorte en musique, comment ça peut fonctionner face au monde actuel. Et j'aimerais vous parler en 3 temps. Est-ce qu'il est possible d'espérer de façon générale? D'une part, l'optiréalisme, donc face à soi-même, ensuite face à l'être humain et ensuite face au monde. Et après, comme un effet en quelque sorte d'entonnoir, après avoir regardé la situation de façon générale, et bien plus précisément aborder l'aspect de l'optiréalisme, d'une manière d'espérer face à la crise actuelle de la Covid. Et là, je parlerai de 2 aspects qui sont d'une part ce que j'appelle le carré gagnant de la gouvernance, et qui fonctionne, mais en particulier qui a très fortement fonctionné pendant le premier confinement. Et puis ensuite, 2 leçons existentielles peut-être pour ce fameux monde d'après. Alors tout d'abord, le premier aspect, donc,
vous parlez de l'optiréalisme. Alors ça, c'est un mot que j'ai inventé parce que j'étais un petit peu lassé d'entendre des gens dire que la seule manière d'être réaliste, eh bien, finalement, c'est de regarder les choses en face et donc de voir tous les problèmes du monde. Et que les optimistes, eh bien, eux, ils sont des grands naïfs, ils sont gentils, ils font pas de mal, mais ils sont bien, bien naïfs. Et je pense que c'est faux, et quand je dis je pense, c'est pas seulement que je pense, c'est que c'est sur la base aussi de- de- d'études qui existent actuellement en psychologie et en sciences sociales, eh bien, c'est que lorsque on est pessimiste, eh bien, on a tendance à baisser les bras, à se dire, ben, de toute manière, on va pas y arriver, c'est même pas la peine d'avancer. En revanche, lorsqu'on est optimiste, on peut avancer. Mais là, il faut être attentif, évidemment, parce que il y a une sorte d'optimisme excessif qui n'est pas sain, à mon avis. Et donc, ce que j'appelle l'optiréalisme, ce n'est pas un optimisme de l'attente béate, comme les choses bonnes vont nous tomber dessus, vont arriver demain, mais un optimisme actif de l'engagement, ce qui est tout à fait différent, avec l'idée que si on se serre les coudes, si on agit ensemble, eh bien, on, est, on peut éventuellement résoudre des problèmes majeurs dans la société actuelle. Alors, le deuxième aspect, c'était donc, je voudrais parler de deux approches théoriques qui sont d'une part la psychologie positive et d'autre part le convivialisme. Alors, la psychologie positive, c'est une sous-discipline de la psychologie qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années et qui postule que, bien sûr, que il est important de s'intéresser aux problèmes de l'être humain, et ça c'est quelque chose que la psychologie s'est évertuée à faire depuis maintenant plus d'un siècle d'existence, à travers, la compréhension des problèmes, on parle de psychiatrie, on parle de psychopathologie, et deux, la volonté de réduire ces problèmes, voire carrément de les éliminer peut-être dans certains cas, et ça c'est les différentes formes de psychothérapie, et aussi la psychiatrie dans sa version thérapeutique. Et donc, ça, évidemment, tout ce savoir accumulé depuis des décennies est important, mais malheureusement, avec ça, on a eu tendance à avoir une sorte de focalisation essentielle sur les problèmes et la résolution des problèmes, et on a oublié beaucoup de choses. Et c'est là qu'intervient la psychologie positive en disant qu'il y a aussi tous les côtés positifs qui sont intéressants à étudier chez l'être humain. La psychologie positive, il y a 3 niveaux parce que c'est l'étude du fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Quand on parle de psychologie, on parle surtout de l'individu. Donc la psychologie positive s'intéresse à des thèmes comme le bonheur, comme l'optimisme, la résilience, le sens de la vie. Mais elle s'intéresse au deuxième niveau, donc au niveau des interactions, de la relation avec l'autre. Alors, l'amour, l'amitié font partie des thèmes aussi, mais également des thèmes comme la coopération, l'empathie, la bienveillance, la confiance en l'autre. Et puis, il y a le troisième niveau institutionnel, voire aussi sociétal. Et ça peut concerner l'école, ça peut concerner la santé publique, ça peut concerner la justice, même l'environnement, différents domaines, le monde du travail. Alors moi, ce qui m'intéresse le plus dans la psychologie positive, c'est plus les deux derniers niveaux, et surtout comment le niveau interpersonnel non seulement a des effets positifs dans nos relations avec autrui, mais également peut avoir des effets positifs au niveau social, sociétal, au point que ça pourrait, à mon avis, être le fondement de politiques publiques. Je prends un exemple. Eh bien, par exemple, on sait que des dizaines de recherches ont montré que à l'école, l'apprentissage coopératif, plutôt que compétitif tel qu'il existe aujourd'hui, eh bien, a des effets positifs à la fois sur les résultats scolaires, sur l'ambiance dans la classe, sur le meilleur respect des enseignants, et donc ça pourrait être un fondement de politique publique de l'éducation. De la même manière, on sait que dans le monde du travail, par exemple, lorsque des dirigeants font confiance à leurs collaborateurs, eh bien, tout le monde y gagne. Les gens se sentent reconnus, valorisés, et il y a un meilleur fonctionnement interne de l'organisation. Bon, ça, c'est 2 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors donc, je viens de parler de la psychologie positive, puis il y a un autre fondement théorique qui est très important pour moi, qui s'appelle le convivialisme. Alors, c'est un mot un petit peu pas très connu.
tout simplement parce qu'il a été inventé il y a une dizaine d'années, et c'est une philosophie politique qui postule en quelque sorte qu'il est possible de créer une société marquée par la coopération plutôt que par la compétition exacerbée, marquée par l'entraide plutôt que par le rejet de l'autre, etc., etc. Et là encore, on retrouve les trois niveaux de la psychologie positive que je viens d'évoquer, puisque le convivialisme, eh bien, postule à quelques postulats de base. En particulier, eh bien, dit que nous sommes tous d'une commune humanité. Au-delà des différences d'origine ethnique, au-delà des différences de sexe, de milieu socio-économique, de genre, d'âge, que sais-je encore, eh bien, nous faisons tous partie de la même humanité, et c'est ça qui nous rassemble prioritairement. Ça, c'est le côté général. Et puis le côté interpersonnel, eh bien, il y a un autre postulat qui est que nous avons tous une même commune socialité. L'être humain vit de ses relations avec les autres, nous sommes des êtres d'interdépendance, et c'est ça qui nous permet de nous construire. Et le troisième niveau, eh bien, je viens dans l'autre sens là, eh bien, c'est le niveau de l'individu, puisque le convivialiste considère que au-delà de ces éléments qui nous rassemblent, eh bien aussi il y a quelque chose qui nous distingue, c'est que nous avons chacun d'entre nous une personnalité et le besoin d'exprimer en quelque sorte notre individualité spécifique. C'est pour ça qu'il y a aussi un autre postulat qui est la résolution non violente des conflits, puisqu'à partir du moment où nous avons chacun notre identité et nos idées, nos valeurs, et que nous vivons en société, eh bien, il y a inévitablement à un moment ou l'autre des tensions. Mais le problème n'est pas le fait qu'il y ait des tensions, mais la manière d'essayer de résoudre ces tensions. Voilà, ça c'était donc le fondement théorique. Maintenant, j'en viens à l'aspect concret, donc ce deuxième grand volet qui est donc espérer. Alors, espérer, donc, ça induit une idée d'optimisme, et donc, comme je dis, d'optiréalisme. Alors, tout d'abord, l'optiréalisme face à soi-même. Alors, celui-là, en fait, de façon générale, c'est le plus facile, le plus fréquent. De nombreux travaux de psychologie ont montré que nous avons ce qu'on appelle un biais d'optimisme à notre égard. C'est-à-dire que nous avons tendance à penser, et c'est très général, que, par exemple, si on regarde notre futur, notre avenir sera meilleur que celui des personnes qui ont le même statut économique ou le même fonctionnement et tout ça. Nous avons tendance à penser que nos idées sont meilleures que celles du voisin. Et ça, c'est très général. Et le voisin pense que ses idées sont meilleures que les nôtres. Et ça, c'est très général. Paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que ça a un effet psychologique utile parce que essentiellement les personnes qui n'ont pas cela, eh bien, c'est plutôt les personnes dépressives. Donc, ce biais positif à notre égard, il a un élément très positif. Maintenant, il a aussi une limite, c'est que effectivement, eh bien, comment dire, vu que nous avons tendance à nous trouver meilleurs que les autres et à trouver notre groupe d'appartenance meilleur que les autres groupes, eh bien, nous avons plutôt tendance à voir le monde, les autres moins bien. Voilà. Et ça, c'est vraiment un biais auquel il faut être très attentif. Et ce qui m'amène à ce deuxième aspect, l'optiréalisme face à l'être humain. Ces jours-ci, on nous parle beaucoup du terrorisme. Il y a une nouvelle vague, il y en a déjà eu, et malheureusement, ce n'est pas terminé. Et parfois, on entend la société moderne, vraiment, il y a de plus en plus de violence, de plus en plus de meurtres, ça va de plus en plus mal. Est-ce bien vrai? Certes, il y a des cas dramatiques, cet exemple, ce cas dramatique de cet enseignant qui a été récemment tué, et d'autres, eh bien, certes, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les statistiques donnent tout à fait une autre vision. Voici une courbe qui est celle que j'ai recueillie ces jours-ci sur le site du ministère de l'Intérieur, et c'est le nombre d'homicides au fil des ans de ces dernières années.
Eh bien, on voit qu'en fait, ça fait une sorte de vague, mais globalement, eh bien, le nombre n'a pas changé depuis un certain nombre d'années. Ça, c'est pour la France. Mais antérieurement, eh bien, nous avions eu une diminution radicale, non pas une augmentation, mais une diminution radicale du nombre d'homicides en France. Et pas seulement en France, c'est un phénomène quasi planétaire pour pratiquement tous les pays de l'hémisphère nord et pour un certain nombre de pays de l'hémisphère sud également. Mais vraiment une chute radicale. Voici une autre courbe, ça c'est la courbe des homicides en région parisienne. Pas tout à fait en région parisienne, mais disons Paris et puis quelques départements de l'Est. Et c'est des chiffres tout à fait officiels de l'Institut médico-légal de Paris qui aboutissent à une division quasiment par 3 du nombre d'homicides en 20 ans, donc on dira en région parisienne. Et ce n'est pas seulement la région parisienne, c'est encore une autre courbe, ça c'est la courbe des meurtres, eh bien, des homicides en France au cours des dernières décennies. Ce qui m'amène donc, ça ramène à cette idée, est-ce que l'être humain est fondamentalement violent ou pas? Parce que c'est ce qu'on dit parfois, les gens sont égoïstes, les gens sont violents, les autres. Bon. Et pour ma part, je pense qu'il y a un fond de bonté chez tout être humain sur lequel il est possible de s'appuyer. J'aimerais vous parler d'un ami, c'est pas un ami intime, mais c'est un ami avec qui on fait des choses ensemble de temps en temps, et il s'appelle Yazid Kerfi. Yazid Kerfi, eh bien, c'est un ex-gangster, c'est un ex-braqueur. Bon, on a les amis qu'on peut, hein, voilà, mais c'est un ex-gangster, ce n'est plus un gangster. Yazid Kerfi, il a grandi dans un milieu défavorisé, il n'a pas bien réussi à l'école, il se sentait rejeté à l'école dans sa famille, et donc il a fait des braquages, même ça a été un peu loin, puisque un des moments les plus pathétiques de sa vie, ça a été qu'au cours d'une course-poursuite avec la police, eh bien, son meilleur ami a été mort d'une balle à côté de lui. Aujourd'hui, Yazid Kerfi a laissé ça depuis bien longtemps, et c'est un militant de la non-violence, c'est quelqu'un qui fait se rencontrer parfois des policiers, des jeunes des quartiers, et voici ce qu'il dit par exemple, on peut être le pire à un moment donné de sa vie et devenir le meilleur à d'autres. Et je viens de vous dire qu'il agit beaucoup dans les quartiers auprès des jeunes, des quartiers difficiles, et c'est un univers qu'il connaît parfaitement. Et quand on lui demande, mais comment on peut aider ces jeunes, et voici ce qu'il écrit, la recette, eh bien, c'est l'amour. Il faut aimer ces jeunes pour leur permettre d'évoluer. Et Yazid Kerfi est un exemple remarquable de ce qu'on appelle la désistance. La désistance, c'est la sortie de la délinquance et de la criminalité. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a beaucoup d'études sur ce genre de parcours, et pratiquement toutes les personnes qui ont vécu ces parcours, Yazid le dit, d'autres le disent, eh bien, ils disent ceci, ils disent, en fait, quand j'étais dans les braquages, quand j'étais dans toute cette période, c'était pas moi, c'était pas ma vraie personnalité qui sortait à ce moment. C'est toute une couche de protection, de dureté, de toute une sorte d'armure que je m'étais faite, ou de boue, certains emploient même le mot boue, mais ma vraie personnalité, c'est aujourd'hui qu'elle se révèle. Et alors, ça m'amène donc à cette idée que personne n'est irrécupérable, moi-même, j'ai été considéré comme un irrécupérable, puisque lorsque j'ai une histoire personnelle assez douloureuse d'enfance, due au comportement de mon père, et quand je dis je, c'est toute ma famille, mes 2 sœurs et moi, et j'ai failli très mal tourner, scolairement, échec scolaire massif à l'adolescence, et des comportements, disons, à l'époque incontrôlés, au point que, et je ne suis pas très fier de le dire, eh bien, j'ai failli tuer un élève un jour au lycée. Ça n'était pas mon intention, mais la situation m'a beaucoup énervé et j'ai eu un geste d'une grande violence. Il a fait, je ne sais plus si c'est plusieurs jours ou plusieurs semaines de coma, il a vraiment failli passer de l'autre côté. Et
Et aujourd'hui, eh bien, je suis aussi un propagandiste, un militant de la non-violence, de l'amour et de la bonté. Parfois, certains se moquent de moi, me considérant comme un peu un naïf. Non, je ne suis pas naïf sur la violence humaine, je l'ai subie et je l'ai pratiquée malheureusement. Et donc, je ne suis pas du tout un naïf. Mais ma conviction, c'est qu'il n'y a personne d'irrécupérable, puisque à la suite de cette action, mes parents ont été convoqués. Au lycée, mon père n'est pas venu, ça ne m'intéresse pas. Ma mère était effondrée, évidemment. Et la conclusion de la personne qui nous a reçus, je crois que c'était le directeur de l'établissement, votre fils est scolairement irrécupérable et socialement dangereux. Et je pense que ce genre de prophétie est extrêmement toxique parce qu'à partir du moment où il a dit ça, ben, je me suis dit, ok, c'est ton destin. Et j'ai failli tourner à l'ultra-violence en voulant rentrer dans un groupe extrêmement violent. Heureusement, j'ai rencontré sur la route des personnes qui ont su voir autre chose et ça m'a amené à changer complètement d'orientation. Tout ça pour dire que, eh bien, il y a un fond de... Si on veut regarder les gens sous le côté négatif, on trouvera toujours du négatif chez les gens. Mais si on veut aussi regarder le fond de bonté, on peut faire sortir des pépites qui sont cachées au fond d'une gangue de boue. Maintenant, le troisième élément, c'est le troisième niveau de l'optiréalisme, au-delà de l'être humain, et bien de la société. On lui dit que tout va mal. Voilà. Je vais simplement prendre, je viens de parler de la criminalité, mais je voudrais aborder ça sous l'angle de l'écologie, de l'environnement, puisque c'est un thème qui revient énormément. Alors je précise tout de suite, je suis d'abord très sensible à l'environnement, je suis un amoureux de la nature depuis toujours, et les problèmes de l'environnement me préoccupent. En particulier, évidemment, le dérèglement climatique, changement climatique, réchauffement, d'origine humaine, bien entendu, je suis tout à fait conscient de ça, et qui présente véritablement des problèmes pour l'avenir. Mais ma conviction, c'est que lorsque on décide de prendre les choses en main, eh bien, des améliorations sont possibles. Alors, j'aimerais commencer en vous montrant cette courbe. Ah, je crois que vous voulez l'entrer. Et cette courbe nous montre la couche d'ozone, enfin le problème de la couche d'ozone. C'est-à-dire que il y a 20-30 ans, on ne parlait pas encore beaucoup du réchauffement climatique. Par contre, il y avait un problème planétaire majeur dont on prédisait, j'ai toute raison de croire aux scientifiques qui le disaient, qui allait provoquer des diminutions drastiques des récoltes, qui allait provoquer des cancers par millions. Eh bien, c'est que la couche d'ozone protectrice, eh bien, s'effiloche au cours de l'année, en particulier vers l'automne. Des décisions ont été prises et ça a donné en particulier au cours d'une rencontre qui est ce qu'on a appelé un accord qui s'est appelé le protocole de Montréal. Et donc la réalité, c'est que aujourd'hui, eh bien, la couche d'ozone se reforme. Il y a, depuis 30 ans, il y a une amélioration très nette. Et voici donc la courbe des substances qui réduisent, la courbe de consommation des produits qui détruisent la couche d'ozone. Aujourd'hui, eh bien, le monde produit et consomme environ 2% comparativement à ce qui se faisait il y a 30 ans. Maintenant, une autre courbe, eh bien, ça c'est la courbe des polluants, des émissions d'éléments qui polluent l'air aux États-Unis. Vous voyez également une très forte diminution. Et puis, du côté plutôt positif, eh bien là, vous voyez qu'il y a une augmentation très forte de l'énergie éolienne dans le monde, ainsi qu'une augmentation des zones, des réserves dans le monde. Et donc, tout ne va pas mal. Ça ne s'est pas fait comme ça, par un claquement de doigts. L'optiréalisme n'est pas de dire que tout va bien ou tout peut aller bien. Non, c'est de dire que lorsqu'on décide de s'engager, et là, en l'occurrence, en faveur de l'environnement, des résultats peuvent apparaître. Alors, je vais aller très vite, mais pour vous parler aussi d'autres aspects de l'environnement à laquelle je suis très attaché, c'est la biodiversité, puisqu'on nous dit tout va mal pour la biodiversité. Oui, certes, il y a des vrais problèmes de la biodiversité, il y a des problèmes en particulier
pour les insectes, pour certaines espèces marines, et en particulier pour tout ce qu'on appelle les oiseaux communs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, parce que les médias en parlent peu, mais c'est que dans la biodiversité, il y a des perdants et des gagnants. Et les perdants d'aujourd'hui étaient les gagnants d'hier et vice-versa. Je m'explique. Les espèces rares, il y a 30 ans, ont tendance à augmenter. Les espèces communes, aujourd'hui, ont tendance à diminuer. Je me souviens, lorsque j'étais adolescent, j'ai fait partie d'une association d'ornithologues amateurs. Et donc, on allait dans la nature avec des jumelles observer les oiseaux. Et moi, j'étais un néophyte et mes aînés disaient tous qu'ils voyaient que les rapaces, par exemple, toutes les espèces de rapaces diurnes et nocturnes en France, allaient se diriger vers la disparition. Et en fait, c'était l'époque, donc, il y a une quarantaine d'années, enfin, plus que ça, même cinquantaine, je me rajeunis d'un coup, c'était l'époque la plus dramatique parce qu'après, ça a remonté. Et aujourd'hui, des espèces qui étaient très rares il y a quelques décennies se portent très bien aujourd'hui, ne serait-ce que par exemple une des plus emblématiques qui est par exemple l'aigle royal qui a augmenté de façon considérable. Mais là, je voudrais vous montrer quelques documents, quelques courbes. Alors, la première, c'est donc la tortue verte. La tortue verte, alors il y a 7 espèces de tortues marines dans le monde, dont la plupart, depuis quelques années, se portent de mieux en mieux, pas toutes, mais la plupart. Et la tortue verte, là, je donne un exemple, vous voyez, en Floride, 62 nids en 79, 37 341 en 2015. C'est considérable. La courbe n'est pas tout à fait la même, c'est un autre endroit, parce qu'il n'y a pas de courbe sur la Floride, et l'île s'appelle d'ailleurs l'île de l'Ascension, qui est une belle enfin, ça illustre bien ça. Maintenant, si je prends un autre exemple, le bison d'Amérique, le bison d'Amérique, c'était 300 exemplaires, 300 individus il y a plus d'un siècle. Cette espèce était au bord de l'extinction, alors qu'elle parcourait les États-Unis par millions. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 000. Un autre exemple qui est impressionnant, c'est dans le monde, c'est les oies sauvages. Alors les oies sauvages, dans l'hémisphère nord, vous avez à peu près une douzaine d'espèces d'oies sauvages, et il en restait quelques dizaines de milliers il y a quelques décennies. Aujourd'hui, tenez-vous bien, 39 millions. Voilà, c'est-à-dire ça a multiplié quasiment par 1000, plus que par 1000. Alors ça, c'est soit à l'étranger, soit en Europe. Et puis maintenant, quelques exemples en France, mais il y en aurait d'autres. La cigogne, il faut savoir, elle est passée en France au bord de la disparition. 9 couples en 74, aujourd'hui 2400 couples, et on ne peut plus parler de la cigogne d'Alsace, puisque la cigogne, maintenant, elle est dans toutes sortes de régions de France, et elle se porte beaucoup mieux. Un oiseau qui est particulièrement beau, impressionnant, c'est la grue cendrée. La grue cendrée, il n'y en avait pratiquement pas en France il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, il y en a en hivernage, pendant l'hiver, 120 000 en France. Ce n'est pas une question de réchauffement climatique, c'est une question d'augmentation de l'espèce. Et d'ailleurs, si c'est en a que ça intéresse, actuellement, mais il y a le confinement, c'est vrai, actuellement, il faut suivre la migration des grues. Vous pouvez taper sur Internet migration des grues cendrées, vous verrez, on vous suit en direct les migrations des grues cendrées en automne. Voilà, c'est des lacs du Der, 50 000 exemplaires actuellement, ces jours-ci. 50 000 individus plutôt. Bon, dernier cas pour la France, le cerf, notre cerf des forêts, et qui a été multiplié par 4 en quelques dizaines d'années, donc en 25 ans. Voilà, ça c'est des exemples. Vous trouverez tout ça dans cet article que je vais vous citer. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que les médias, nous parlent surtout de ce qui ne va pas. Et que ça serait bien qu'ils nous parlent aussi de ce qui va bien. Parce que nous parler des problèmes, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi nous parler quand on trouve des solutions. Or, il s'avère qu'il y a justement quelque chose qui s'appelle le journalisme de solution, qu'on appelle aussi le journalisme d'impact. Je vous invite vivement à regarder sur Internet ces 3 univers qui sont donc Reporters d'Espoir, Spark News et Positivaire.
mais il y en a d'autres encore. Mais lorsque vous avez un petit coup de déprime parce que vous a un peu parlé trop de la Covid ou du terrorisme, eh bien, allez sur Internet et voyez que vous verrez des très bonnes nouvelles. Alors, pour ma part, depuis un certain nombre d'années, j'essaye de diffuser ça. J'ai créé un site, alors je sais pas enfin, vous tapez chronique optiréaliste sur Internet et vous allez trouver toutes sortes de bonnes nouvelles, mais des infos tout à fait solides scientifiquement. Et si vous regardez par exemple les courbes que je vous ai montrées sur les animaux ou bien sur l'ozone et tout ça, vous allez en retrouver beaucoup d'autres. Par exemple, il y a une centaine de courbes exponentielles sur les animaux. Et vous tapez chronique optiréaliste et après vous allez sur l'onglet qui s'appelle courbe surprenante. J'ai également écrit un livre qui s'appelle Le monde va beaucoup mieux que vous le croyez et certains ont cru lire dans le titre Le monde va bien, ce que je n'ai jamais dit, et je dis très clairement dans le livre non, le monde ne va pas bien, mais il va mieux que ce qu'on croit, ce qui n'est pas la même chose. Tout simplement parce que les médias nous montrent qu'il y a des problèmes et ne nous montrent pas ce qui va très bien. Donc, il va mieux que ce qu'on croit, mais il y a encore beaucoup de progrès pour qu'il aille bien. Voilà. Tout ça pour dire aussi que, eh bien, s'il y a des progrès, ils ne sont pas dus au hasard. C'est pas arrivé comme ça d'un seul coup, voilà. S'il y a des progrès, c'est parce que des gens s'engagent de façon résolue, déterminée et souvent de façon collective. Et c'est là que j'en arrive donc à mon dernier point par rapport à la crise actuelle de la Covid, c'est le carré gagnant de la gouvernance. Parce que lorsque la diminution, par exemple, de la production de substances qui détruisent l'ozone, ou bien la diminution de la faim dans le monde ces dernières années, bien qu'elle soit remontée depuis quelques années, mais de façon, depuis des dizaines d'années, eh bien, elle baissait de façon drastique. Eh bien, mon idée, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que ces grandes améliorations, qu'elles soient sur le plan social ou environnemental, eh bien, ça se fait lorsque se mettent autour de la table 4 univers qui forment ce que j'appelle donc les carrés gagnants de la gouvernance, qui sont la science, la société civile, l'État et le marché. Alors avant, je parlais de trilogie de la gouvernance parce qu'il y avait un univers, j'avais du mal à situer. C'était la science, mais finalement, je pense que c'est vraiment un univers à part. Et j'aimerais vous montrer comment, grâce à ce carré gagnant de la gouvernance, eh bien, nos sociétés ne s'effondrent pas, ne se sont pas effondrées dans cette première crise du printemps et ne s'effondrent pas encore, même si, évidemment, il y a des grosses difficultés et, pour l'instant, et probablement demain. Alors d'abord, j'aimerais vous montrer les photos de 2 personnes. Ah oui. Et là, je pense qu'il y a une des 2 personnes, vous la reconnaissez tout de suite, mais peut-être pas la deuxième. Alors, ces 2 personnes s'appellent toutes les 2 Didier. Ce sont tous les 2 des chercheurs en médecine et tous les 2 sont nés dans les années 50. Alors, il y en a un que vous avez reconnu tout de suite, c'est Didier Raoult. Bon, c'est pas très compliqué. Sur Internet, sur Google, actuellement, 3 500 000 occurrences de Didier Raoult sur Google. Le deuxième, 193 000. Donc, si vous ne l'avez pas reconnu, c'est compréhensible. Il s'avère qu'il s'agit de Didier Pittet, qui, pour ma part, m'intéresse beaucoup plus que Didier Raoult, je dois bien le reconnaître. Alors Didier Pittet, eh bien, c'est un scientifique et c'est pas tout à fait lui qui a découvert le gel hydroalcoolique, mais il a joué un rôle important dans sa mise au point, tout ça. Et c'est quelqu'un qui, alors c'était bien avant la crise de la Covid, mais qui a poussé, en particulier auprès de l'ONU, eh bien, pour que le gel soit gratuit, que ça ne fasse pas l'objet de brevets pour les grandes entreprises pharmaceutiques. Et c'est quelqu'un qui aurait pu gagner beaucoup d'argent en prenant une toute petite ponction sur les ventes de gel. Eh bien, il n'est pas devenu multimilliardaire, mais il a permis bien, que ce produit soit le plus largement diffusé.
Tout ça pour dire que la science, vous voyez bien, actuellement, eh bien, elle joue un rôle évidemment important et une certaine vision de la science, non pas au service d'intérêts économiques, mais au service du bien commun, eh bien, quelque chose de très important. Alors, évidemment, comment dire, la science, elle procède, elle avance par essai-erreur. Et là, comme probablement que le virus, eh bien, c'est probablement dans l'histoire de l'humanité et de la recherche scientifique, recherche médicale, c'est probablement la maladie sur laquelle on a eu le plus vite le plus grand nombre de recherches et de résultats. Et du coup, eh bien, il y a eu des résultats qui ont contredit d'autres. On ne s'en rend pas forcément compte dans d'autres recherches médicales, mais là, ça va à telle allure que tous les jours, eh bien, on voit qu'il y a parfois des contradictions. Mais ça fait partie du jeu, c'est normal. Et ce que je voudrais dire, c'est que tout simplement, la recherche par rapport à la Covid, est évidemment quelque chose d'essentiel. Euh, mais on se rend bien compte que actuellement, eh bien, il y a quand même l'exemple de Didier Pittet est intéressant particulièrement, mais on voit aussi avec les vaccins, eh bien, ça ne pourra véritablement avoir de sens que si les entreprises pharmaceutiques acceptent de ne pas mettre le côté économique en priorité, mais bien plutôt le côté du bien commun pour l'humanité. Après la science, enfin pas après, à côté de la science, eh bien, il y a la société civile. La société civile a joué un rôle énorme au moment du confinement. Voici quelques informations que je vous laisse lire. Alors, juste une remarque sur le deuxième point. Lorsque le gouvernement français a imposé le confinement au printemps, eh bien, il s'est trouvé face à un problème majeur qui était les enfants d'enseignants. Puisque les enseignants, eux, n'étaient pas confinés, enfin, tout le personnel soignant devait être sur le terrain, bien évidemment. Et alors, mais les écoles étaient fermées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, le gouvernement a fait un appel. Ce que j'aurais surtout souligné, c'est qu'à ce moment-là, effectivement, il y a eu beaucoup plus de volontaires que ce qui était nécessaire parmi les enseignants. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, parce que effectivement les connaissances évoluent très vite, mais à ce moment-là, eh bien, on était encore dans la période où on pensait que les enfants étaient des super contaminateurs. Aujourd'hui, on pense plutôt l'inverse, bien qu'on en revienne encore. Enfin, voilà. Mais à ce moment-là, les enfants étaient considérés comme très dangereux. Or, si vous rendez compte, c'est des gens qui ont choisi d'être volontaires pour enseigner auprès d'enfants très contaminants et contaminateurs, et qui sont des enfants de soignants, c'est-à-dire qui sont aux premières loges pour attraper la maladie. Eh bien, on a eu bien plus de personnes qui se sont proposées comme volontaires que ce qui était nécessaire. Voilà quelques exemples qui nous montrent que eh bien, la société civile joue un rôle très important dans le moment de crise. Maintenant, troisième élément, eh bien, l'État. Alors j'aime bien ce petit jeu de mots du quotidien La Croix. Oui, on a eu l'état d'urgence, mais on avait surtout besoin d'urgence de l'État. Alors, c'est intéressant de rappeler quand même des déclarations d'Emmanuel Macron. Voici ce qu'il disait en avril 2018, ça a été pris par les caméras, face à une aide-soignante qui lui reprochait, parce qu'il avait fait une visite, et qui lui reprochait le manque d'argent pour les hôpitaux publics, tout ça. Voilà, donc sa phrase qui avait été beaucoup reprise, il n'y a pas d'argent magique. Ça, c'était avril 2018. Mais 2 ans plus tard, au moment de la crise, eh bien, une autre phrase qui a fait encore plus parler de ça, cette fameuse déclaration que vous pouvez lire.
avec cette fameuse expression, eh bien, il faut sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et là, on voit à quel point le discours a complètement changé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les États vertueux dans l'idée mondiale, ce sont les États qui faisaient le plus d'économies sur les services publics. Et d'un seul coup, eh bien, quasiment les plus vertueux, c'était ceux qui étaient prêts à mettre beaucoup d'argent au service de la santé de leurs concitoyens. Au point que même les États-Unis ont mis assez rapidement 2000 milliards de dollars sur la table. On sait ce qui s'est passé ensuite avec l'Union européenne. Enfin, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il est besoin de mettre de l'argent sur la table, on arrive à en trouver. Et à ce moment-là, eh bien, les États jouent leur véritable rôle, qui est d'être au service de leurs concitoyens. S'il n'y avait pas eu ces décisions des États et puis également de l'Europe, eh bien, probablement que nous serions dans une situation dramatique aujourd'hui, bien plus qu'il l'est. Alors, le quatrième partenaire dans cette, ce carré gagnant de la gouvernance, eh bien, c'est les entreprises. Parce que, bien sûr, pour avoir des masques, on peut faire des masques en tissu chez soi, mais pour avoir des respirateurs, pour avoir des machines médicales, eh bien, il faut des entreprises, c'est évident. Pour avoir un vaccin, eh bien, il faut des scientifiques, mais il faut aussi des entreprises qui leur donnent les moyens de travailler. Alors voici, au moment du printemps, de la crise du printemps, aussi quelques informations. Alors, la première moitié, c'est lié strictement au côté sanitaire, et la deuxième, c'est lié aux impacts sociaux. Alors, vous voyez que des entreprises ont choisi de fabriquer soit des masques, soit des visières de protection, soit des respirateurs, et à prix coûtant, voire même perdant de l'argent, puisque pour, par exemple, les visières de protection, elles étaient données gratuitement aux services de médecine qui en faisaient la demande. Et puis également, sur la suite, eh bien, des tas d'entreprises, eh bien, les éditeurs scolaires ont mis des livres gratuitement pour permettre la continuité pédagogique. Enfin, différentes choses ont été faites. Tout ça pour dire que dans les moments de crise, pour dépasser les moments de crise et pour garder espoir en l'avenir, eh bien, il est important que ces quatre univers puissent travailler ensemble. Vous enlevez un des coins du carré, que ce soit les scientifiques, que ce soit la société civile, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises, le monde du marché, eh bien, le système peut s'effondrer. Mais quand ces quatre univers arrivent à fonctionner et à fonctionner ensemble, eh bien, la société ne s'effondre pas. Et ce qui finalement se passe dans un moment critique comme celui que nous vivons actuellement, et qui permet à une situation dramatique de ne pas exploser finalement, de ne pas arriver à une situation encore plus dramatique, eh bien après tout, ça pourrait être un modèle pour la vie courante, hors crise. On a beaucoup parlé du monde d'après, et effectivement, moi, ce que je souhaite, c'est que nous n'ayons pas ce fameux retour à la normale. Et il me semble que nous devons garder vraiment présent en nous ces valeurs de coopération, de service du bien commun, qui ont été présentes très fortes pendant la crise et qui continuent aujourd'hui. Et il y a deux leçons existentielles que nous pouvons aussi tirer de tout cela. Je crois que la première, c'est le constat de notre irréductible interdépendance. Parfois, on aime bien, surtout en Occident, dire que je suis quelqu'un de très indépendant. Nous essayons en quelque sorte parfois de nous persuader que nous sommes des êtres indépendants.
Alors que nous naissons dans la dépendance aux autres. Nous mourrons dans la dépendance aux autres, si nous vivons assez vieux. Et dans l'entre-deux, nous vivons dans l'interdépendance. Et parfois, certains essayent de se croire indépendants. C'est un mythe, c'est une illusion totale. La crise du Covid a montré à quel point nous sommes des êtres interdépendants. Et ce qui est intéressant en particulier, c'est que nous avons eu besoin des petites mains. Parce que Macron, là aussi, à un moment, nous parlait beaucoup dans son projet des premiers de cordée. Et ce qu'a révélé finalement la crise, c'est que nous avons besoin des gens qui sont au premier poste, en première ligne. Il m'arrive parfois à dire à mes amis consultants, mais bien avant la crise de la Covid, leur dire, mais vous savez, si demain tous les éboueurs disparaissent, en 15 jours, je ne connais pas suffisamment médicalement, mais disons 15 jours à un mois, on a la peste et le choléra. Si tous les consultants du monde disparaissent, on n'aura pas la peste ni le choléra. Ils sont bien plus indispensables que nous. Et ils sont payés une misère. Et donc, c'est un peu la fable du lion et du rat. C'est-à-dire que nous avons besoin des gens les plus simples pour vivre aujourd'hui. Il faut peut-être penser, enfin, je ne suis pas le premier à le dire, mais un rééquilibrage peut-être, de certaine manière. Le mouvement convivialiste dont je vais vous parler, eh bien, je vous ai parlé il y a quelques instants, eh bien, on a rédigé donc il y a quelques années un manifeste qu'on a appelé le manifeste convivialiste, et j'aime beaucoup le sous-titre Déclaration d'interdépendance. Petit clin d'œil à la déclaration américaine, mais surtout qui nous montre à quel point nous avons besoin les uns les autres. Et puis peut-être une deuxième leçon que nous pouvons tirer de la crise également à titre existentiel et même social, eh bien c'est une leçon d'humilité. Parce que finalement, l'être humain a une position souvent très démiurgique face au monde, de conquérir le monde, et on se rend compte c'est même pas un animal, enfin on sait pour les virus, c'est même pas des animaux, donc on sait pas, enfin en tout cas qu'un être minuscule, eh bien, peut bouleverser la planète humaine entière. Nous sommes finalement peu de choses et nous avons besoin d'acquérir beaucoup d'humilité. D'humilité parce que, encore une fois, nous sommes des êtres interdépendants, et aussi humilité parce que on voit bien avec la recherche scientifique, eh bien, toutes les incertitudes. Encore une fois, la vérité d'hier parfois devient une erreur le lendemain, mais ce n'est pas du tout de ma part une critique de la science. C'est justement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire c'est la reconnaissance que la science avance par essai-erreur, et que ceux qui prétendent avoir une vérité définitive, eh bien, sont parfois dangereux. Finalement, peut-être que le monde de demain sera proche de celui d'hier, mais ce n'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est véritablement qu'on tire des leçons d'humanité profonde, notre besoin les uns des autres, et en particulier des plus simples, que les vraies valeurs ne sont pas les valeurs d'abord économiques. Et j'aimerais terminer par cette citation d'un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, et qui est donc Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Vous savez, c'est ce médecin qui a énormément fait pour les femmes victimes de violences sexuelles en Afrique. Homme très courageux qui, à la suite de son action, a d'ailleurs été la cible de violences et de tentatives de meurtre.
un de ses collègues, enfin un accompagnateur a été tué d'ailleurs près de lui. Et bien cet homme, il nous propose qu'effectivement, eh bien, cette crise, ça soit pour nous l'occasion d'une véritable réflexion sur nos vies ensemble. Et je vous laisse sur cette réflexion. Je vous remercie.